l'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima, vient d'être rejetée dans l'atmosphère. Ce n'est pas grave, parce que si c'était grave, on doit nous évacuer. Nous avions aussi un nid de cigognes. Est-ce qu'on a prévenu les cigognes qu'il fallait partir? Это как крушение. Надо так значить, наверное. Чернобыльская молитва. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurent. Нету моих. Моих нет уже. Я могу сейчас пересчитать по списку. Beaucoup sont morts déjà. У меня все списки есть. Кого? Всех своих людей. Presque tous. То есть многие умерли? Да. Très jeunes. И, например, иногда наши... Quant au cimetière, pour les morts de Tchernobyl, on les appelle parfois cimetières de déchets radioactifs. Tchernobyl. Chronique du monde après l'apocalypse. 26 апреля 1986 года. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. 5. Une voix solitaire. Tout récemment encore, j'étais si heureuse. Pourquoi? J'ai oublié. C'est resté dans une autre vie. Je ne comprends pas. J'ignore comment j'ai pu revivre. Je l'ai voulu et voilà, je ris, je parle. J'étais tellement angoissée, comme paralysée. J'avais envie de parler à quelqu'un, mais pas aux gens. J'allais à l'église. Là, tout est calme, comme à la montagne. Très calme. On peut y oublier sa vie. Mais je me réveille le matin, j'étends la main et je tâte. Où est-il? Son oreiller, son odeur. Un petit oiseau inconnu sautille sur le rebord de la fenêtre avec une petite cloche et me réveille. Jamais auparavant je n'ai entendu un son, un timbre pareil. Où est-il? Il avait une telle envie de vivre. Il regardait sans cesse le ciel par la fenêtre. Je lui plaçais un coussin derrière le dos, puis un autre, puis un troisième, pour qu'il puisse se relever. Il mourait lentement. Une année entière. Nous ne pouvions pas nous séparer. Il est parti à Tchernobyl le jour de mon anniversaire. Les invités étaient encore à table. Il s'est excusé, m'a embrassé. Une voiture l'attendait en bas. Le 19 octobre 1986, le jour de mon anniversaire. Il était monteur. Il partait en mission dans toute l'Union soviétique et je l'attendais. Cela a été ainsi pendant des années. Nous vivions comme des amoureux. Nous nous séparions et nous retrouvions. Mais cette fois, nos mères, la mienne et la sienne, avaient peur. Mais pas lui ni moi. Je me demande maintenant pourquoi. Nous savions pourtant où il allait. En revenant de Tchernobyl, il avait les ganglions lymphatiques un peu gonflés. Je les ai sentis sur son cou avec mes lèvres. Ils étaient petits, mais j'ai demandé « Veux-tu qu'on aille voir le médecin ?» Il m'a rassuré, ça va passer. Comment c'était là-bas? Travail ordinaire. Ni bravade, ni panique. L'une des rares choses que je lui ai extirpées, là-bas, c'est le même système qu'ici. À la cantine où il mangeait, on servait les soldats et les gens ordinaires au rez-de-chaussée. On leur donnait des pâtes et des conserves. Et au premier, chez les supérieurs, les officiers, on servait des fruits, du vin rouge, de l'eau minérale. Il y avait des nappes propres et chacun était équipé d'un dosimètre.
En bas, il n'en avait pas un seul pour toute leur équipe. Parfois, je réfléchis, je cherche des consolations. Peut-être que la mort n'est pas la fin de tout. Il a peut-être simplement changé de monde et vit ailleurs. Aujourd'hui, je travaille dans une bibliothèque. Je lis beaucoup, je rencontre des gens très divers. J'ai envie de parler de la mort, de comprendre. Je cherche dans les journaux et les livres. Je vais voir des pièces qui parlent de la mort. Sans lui, j'ai physiquement mal. Je ne peux pas vivre seule. Il ne voulait pas aller chez le médecin. Je veux rien entendre, j'ai pas mal. Ses ganglions étaient devenus gros comme des œufs. Je l'ai forcé, je l'ai poussé dans la voiture et l'ai emmené au dispensaire. On l'a envoyé voir un spécialiste. Un médecin l'a examiné et a appelé l'un de ses collègues. Encore un tchernobylien. Et ils l'ont plus lâché. Une semaine plus tard, on l'a opéré. On lui a entièrement retiré la thyroïde et le larynx, que l'on a remplacé par des tuyaux. Oui. Oui. Je sais maintenant que c'était une époque heureuse. Oh mon Dieu. Je m'occupais de telles conneries. Je courais dans les magasins. J'achetais des cadeaux aux médecins, des boîtes de chocolat, des liqueurs d'importation, des bonbons pour les infirmières et les aides-soignantes. Où personne ne refusait. Ils se moquaient de moi. Ce ne sont pas des dieux ici. Ici, ce qu'il faut, ce sont des rayons et de la chimiothérapie pour tous. On me les accordera, même sans bonbons. Mais je courais à l'autre bout de la ville pour me procurer le gâteau, lait d'oiseau ou de l'eau de toilette française. À cette époque, on ne pouvait trouver tout cela que grâce à du piston sous le manteau. Avant de le laisser revenir à la maison... Revenir à la maison... on m'a remis une seringue spéciale et l'on m'a montré comment m'en servir pour le nourrir. J'ai tout appris. Je cuisinais 4 fois par jour des plats frais, très frais. J'éminçais la nourriture dans un hachoir, la passais au tamis et puis la lui injectais en piquant la seringue dans l'un des tuyaux, le plus gros, celui qui allait à l'estomac. Mais il distinguait même plus les odeurs. Je lui demandais « Est-ce bon ?» Il ne le savait pas. Vous allez me demander comment on meurt après Tchernobyl. L'homme que j'aimais tellement que je n'aurais pu l'aimer davantage si je l'avais mis au monde moi-même, se transformait devant mes yeux en un monstre. On lui a enlevé les ganglions lymphatiques, mais sans eux, la circulation sanguine s'est déréglée. Son nez a bougé sur le côté pour devenir 3 fois plus gros qu'avant. Ses yeux aussi sont devenus différents et se sont écartés et une lumière inconnue y est apparue, une expression différente, comme si c'était pas lui, mais quelqu'un d'autre qui regardait avec ses yeux. Et puis l'un d'entre eux s'est fermé, complètement. Et moi j'avais peur qu'il se voie dans cet état. Je ne voulais pas qu'il garde le souvenir d'une telle image de lui-même. Mais il s'est mis à me dire avec les mains qu'il voulait un miroir. Moi je faisais mine de pas comprendre, d'oublier, j'inventais des subterfuges. J'ai réussi à retarder le moment fatidique pendant 2 jours. Le 3e, il m'a écrit dans le cahier, en grands caractères, avec 3 points d'exclamation, « Donne le miroir ». Pour correspondre, nous avions recours à un petit cahier, un stylo, un crayon. Je lui ai apporté le miroir, le plus petit que j'avais. Il s'est regardé, s'est pris la tête dans les mains et a commencé à se balancer dans le lit. Je me suis lancée vers lui pour le consoler.
Dès que tu iras un peu mieux, nous nous installerons dans un village désert, nous nous achèterons une maison. Si tu ne veux pas vivre dans une ville où il y a beaucoup de monde, nous vivrons seuls. Je lui mentais pas. Je serais allée n'importe où avec lui, peu m'importer comment il serait, je voulais simplement être avec lui, je mentais pas. Le concernant, je ne me souviens de rien que je voudrais passer sous silence. Oh, il s'en est passé des choses. J'ai regardé très loin, peut-être plus loin que la mort. Est-ce que je pouvais? Je pouvais tout. Il criait, il avait mal toute la journée. Alors j'ai trouvé la solution. Je lui injectais de la vodka. Il se débranchait, alors il s'oubliait. Ce sont d'autres femmes qui m'ont soufflé ce remède. D'autres femmes qui avaient connu le même malheur. Les dernières semaines furent les pires. Pendant des demi-heures entières, je l'aidais à uriner dans un petit bocal. Il levait pas les yeux, il avait honte. Et moi, je l'embrassais. Le dernier jour, à un moment, il a ouvert les yeux, s'est assis, a souri et a dit « Valiusha ». Il est mort seul. L'homme meurt seul. Des collègues l'ont appelé de son travail. Nous allons lui apporter un diplôme d'honneur. Je lui ai dit, tes gars veulent venir. Il a fait non, de la tête. Ben, ils sont venus tout de même. Ils ont apporté de l'argent et le diplôme dans une pochette rouge ornée du portrait de Lénine. En la prenant, j'ai pensé, mais pour quelle cause meurt-il? Dans les journaux, on écrit que ce n'est pas seulement Tchernobyl qui a explosé, mais le régime communiste. Et le profil sur la pochette rouge n'a pas bougé. Les gars voulaient lui dire quelques mots d'encouragement, mais il s'est caché sous une couverture. Seuls ses cheveux dépassaient. Ils sont restés un moment debout près de lui, et puis ils sont partis. Il avait peur des gens. J'étais la seule personne dont il n'avait pas peur. Lorsqu'on l'a enterré, je lui ai recouvert le visage avec 2 mouchoirs. Si quelqu'un voulait le voir, je le montrais. Une femme s'est évanouie. Elle était naguère amoureuse de lui. Oh, j'étais jalouse d'elle. « Permets-moi de le voir pour la dernière fois », m'a-t-elle demandé. « Regarde. » Quand il est mort, personne n'osait s'approcher de lui. Selon nos coutumes slaves, les membres de la famille n'ont pas le droit de laver et d'habiller le défunt. On a fait venir 2 employés de la morgue. Ils ont demandé de la vodka. Nous avons vu de tout, m'ont-ils dit, des victimes d'accidents de la route, des personnes assassinées au couteau, des cadavres d'enfants calcinés dans des incendies. Mais une chose pareille, c'est bien la première fois. Les Tchernobyliens meurent de la façon la plus horrible. Quand il est mort, il était très chaud. On ne pouvait pas le toucher. J'ai arrêté l'horloge de la maison. Il était 7 heures du matin. Elle est restée ainsi jusqu'à ce jour. Impossible de la remonter. On a fait venir un horloger. Il a eu un geste dépité. Ce n'est ni mécanique ni physique, a-t-il dit. C'est métaphysique. J'ai lu beaucoup de livres. Je vis parmi les livres, mais on ne peut rien expliquer. On m'a rapporté l'urne, j'ai pas eu peur. J'ai touché avec ma main ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai senti quelque chose de menu, comme des petits coquillages. C'était ce qui restait des os iliaques. Jusque-là, lorsque je touchais à ses affaires, après sa mort, je ne le sentais pas. Et soudain, à ce moment, c'était comme si je l'avais embrassé.
La nuit où il est mort, je m'en souviens, j'étais assise à côté de lui. Et soudain, j'ai vu une toute petite fumée. Et j'ai revu une fumée semblable au-dessus du crématorium. Son âme. Personne ne l'a remarqué à part moi. J'ai eu le sentiment de l'avoir rencontré une fois de plus. Oh, comme j'étais heureuse lorsqu'il partait en mission. Je comptais les jours et les heures jusqu'à son retour. Je pouvais pas me passer de lui. Une fois, nous avons rendu visite à sa sœur à la campagne. Le soir, elle me dit « Je t'ai fait ton lit dans cette chambre et celui de ton mari dans celle-là. » Lui et moi, nous avons éclaté de rire. Nous n'imaginions même pas pouvoir faire chambre à part, toujours ensemble. Oh, sans lui, je peux pas. Son frère m'a demandé en mariage. Ouf, il se ressemble tellement. Mais il me semble que si quelqu'un d'autre me touche, je vais pleurer. Qui me l'a pris? De quel droit? On lui a apporté la convocation barrée de rouge le 19 octobre 1986. Comme pour la guerre. Comment vais-je vivre? Je n'osais pas tout raconter, pas jusqu'au bout. J'ai été heureuse à la folie. Peut-être ne faut-il pas donner mon nom. Il y a des mystères. On récite des prières dans le mystère. On parle de soi en chuchotant. Non, donnez mon nom. Nommez-moi devant Dieu, je veux comprendre. Je veux aussi comprendre pourquoi les souffrances nous sont données, pourquoi elles existent. Au début, j'avais l'impression qu'après tout cela, il me resterait quelque chose de sombre dans le regard, quelque chose d'étranger. Ce qui m'a sauvée, ce qui m'a rendue à la vie, mon fils. J'ai encore un fils, notre fils. Il est malade depuis longtemps. Il a grandi, mais il voit le monde avec les yeux d'un enfant de 5 ans. Je veux être avec lui. Je rêve d'échanger mon appartement pour être plus près de Novinky. Il se trouve là-bas, dans un hôpital psychiatrique. Tel est le verdict des médecins. Pour survivre, il doit rester là-bas. Alors, je vais le voir tous les week-ends. Il m'accueille en me disant... Où est papa Micha? Quand est-ce qu'il va venir? Qui d'autre peut bien me le demander? Il l'attend. Alors nous l'attendrons ensemble. Je réciterai en chuchotant ma supplication pour Tchernobyl. Et lui, il regardera le monde avec des yeux d'enfant. Valentina Timofeevna Panasevitch, épouse d'un liquidateur. En guise d'épilogue, une agence de voyage de Kiev propose des voyages à Tchernobyl et une tournée au cœur des villages morts. Naturellement pour de l'argent. Visiter la Mecque du nucléaire. Le journal Nabat, février 1996. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurin. Avec Nathalie Serda et Delia Ruptsova. Prise de son, montage, mixage, Guy Senot et Mathieu Leroy. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. La supplication de Svetlana Alexievitch est parue aux éditions Jean-Claude Lattès.